Bonjour tout le monde, je me présente Dr Belkahla, maître assistant au service de gastroentérologie CHU d'Oran. Donc aujourd'hui, je suis chargé par vous communiquer deux vidéoconférences concernant l'endoscopie digestive avec ces deux volets diagnostiques et thérapeutiques, donc qui font partie de votre programme de module de gastroentérologie pour l'année 2019-2020. Voici les objectifs pédagogiques qu'on va aborder. Donc tout d'abord, connaître les indications et les contre-indications de l'endoscopie digestive haute et basse. Connaître les différents matériels utilisés ainsi que le déroulement de l'examen, les principales lésions observées, les complications et les différentes techniques d'endoscopie interventionnelle ainsi que leurs indications. Donc on va commencer par la fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc il faut savoir que l'endoscopie haute permet l'exploration du tractus digestif supérieur jusqu'au deuxième, troisième duodénum. Donc, il existe deux types d'endoscopes, les fibroscopes optiques et les vidéo-endoscopes. Les fibroscopes sont constitués de fibres de verre qui véhiculent la lumière froide d'une lampe extérieure qui éclaire l'image. L'endoscopiste regarde directement dans l'oculaire de l'endoscope. Plus récemment, a été développée la vidéo-endoscopie, qui comporte plutôt un circuit électronique qui permet de visualiser l'image directement sur un écran par l'intermédiaire d'une caméra miniaturisée incorporée au bout de l'endoscope. Donc ces deux types d'endoscopes sont dotés de systèmes de biquillage quadridirectionnel, donc un canal pour l'insufflation de l'air pour distendre l'organe, un canal opérateur pour l'introduction de différents instruments, donc tels que les pinces à biopsie, les anses diathermiques, les fibres laser ou les aiguilles de sclérose, donc qui vont nous permettre de réaliser différents gestes thérapeutiques. La majorité des fibroscopes sont à vision axiale, à l'exception du duodénoscope, donc qui est à vision latérale, destiné à examiner la papille et à cathétériser les voies bilio-pancréatiques. Alors, quelles sont les différentes indications? Donc, il faut savoir que c'est un examen de routine. Elle est pratiquée en première intention devant toute symptomatologie ou affection nécessitant l'exploration du tube digestif supérieur. Donc, il existe des indications larges telles que les troubles dyspeptiques, les douleurs abdominales, dysphagie, dans le cadre du dépistage des lésions cancéreuses ou précancéreuses. Il faut savoir qu'il existe deux types d'indications. Donc, les indications en urgence, que vous allez aborder par des cours à part. Donc, il faut savoir qu'il existe deux principales urgences en endoscopie digestive, donc les hémorragies digestives telles que hématémèse ou méléna, ou bien les injections de produits caustiques ou de corps étrangers. Les contre-indications et limites de l'examen, donc il faut savoir qu'il existe des contre-indications digestives et des contre-indications extra-digestives. Donc la principale contre-indication digestive, c'est les perforations digestives. Donc lorsqu'on suspecte une perforation d'un organe creux digestif, donc ceci constitue une contre-indication absolue à la réalisation de l'examen. Donc les estomacs pleins constituent également une contre-indication absolue. Pourquoi? En raison du risque de pneumopathie d'inhalation. Donc, lorsqu'on pratique la fibroscopie chez un patient qui a un estomac plein, donc le retour des aliments qui peut passer dans les voies aériennes, donc il va provoquer une pneumopathie d'inhalation, donc qui peut conduire au décès. Donc, l'introduction du fibroscope, lorsqu'elle est difficile, voire dangereuse, en cas de diverticule pharyngo-œsophagien, donc dit diverticule de Zenker, en raison du risque de perforation accrue. Les contre-indications liées au terrain, donc il faut savoir qu'une insuffisance cardiaque ou respiratoire décompensée constitue une contre-indication. Donc un état de choc, que ce soit hypovolémique ou hémodynamique, donc constitue également une contre-indication. Et dans cette situation, donc, elle est retrouvée essentiellement dans le cas des hémorragies digestives. Donc lorsqu'un patient présente une hémorragie digestive, et lorsqu'il y ait un retentissement hémodynamique, donc ceci constitue une contre-indication temporaire. Donc la base, c'est d'assurer ou de réanimer le patient, assurer un état hémodynamique stable avant de réaliser le geste. Donc les troubles de conscience chez un patient non intubé constituent également une contre-indication. Il faut savoir que l'âge avancé n'est pas une contre-indication. Les troubles de l'hémostase ne sont pas aussi une contre-indication à l'endoscopie, mais ne permettent pas la réalisation de biopsie en raison du risque de saignement. Donc, le déroulement de l'examen, il faut savoir que l'endoscopie œsogastro-duodénale est réalisée chez un malade à jeun, n'ayant pas fumé, en position décubitus latéral gauche,
Les prothèses dentaires mobiles sont enlevées. La prémédication comprend soit une anesthésie locale ou bien une sédation, donc pour relâcher un peu le patient. L'examen se fait sous contrôle de la vue. Il faut savoir que l'examen est désagréable mais non douloureux. Donc si le malade est anxieux, l'administration d'un calmant 30 minutes avant l'examen par voie veineuse. Donc l'endoscope est introduit doucement en demandant au patient de déglutir et de fléchir le cou. La salive ne doit plus être avalée mais doit couler dans un haricot. L'examen est désagréable et non douloureux, donc l'alimentation ne pourra être reprise que 30 minutes plus tard du fait de l'anesthésie locale. Donc une fibroscopie normale, après franchissement de la bouche du client située à 15 cm des arcades dentaires, la muqueuse œsophagienne apparaît blanchâtre, celle de l'estomac est rose. La jonction gastro-œsophagienne souvent irrégulière appelée la ligne Z, elle marque la zone du cardiaque. Toutes les parties de l'estomac doivent être examinées grâce aux possibilités de béquillage de l'endoscope. Il n'y a pas de zone aveugle. Le fundus et l'antre sont séparés par la région angulaire ou angulus. L'endoscope examine les parois antérieures et postérieures et les courbures grandes et petites courbures. Le péristaltisme est visible et le lac muqueux physiologique. Les plis phendiques sont parallèles au grand axe de l'estomac. La grande courbure gastrique et la région cardiale sont examinées par rétrovision. Ça veut dire qu'on fait retourner l'endoscope donc pour examiner ces différentes régions. Le passage du pylore permet d'examiner le bulbe duodénal puis le deuxième duodénum. La muqueuse du bulbe duodénal est lisse. Au niveau du reste du duodénum, des valvules connivantes forment des plis circulaires. La papille est située au bord interne du deuxième duodénum, donc elle est mieux visualisée par des endoscopes à vision latérale. Toutes les zones suspectes doivent être biopsiées. Les principales lésions observées, donc on va commencer par les lésions œsophagiennes les plus fréquentes, la hernie hiatale, œsophagite peptique, endobrachioœsophage ou muqueuse de Barrett, donc qui constitue une transformation du bas œsophage en muqueuse malpighienne qui va se transformer en muqueuse glandulaire, donc qui constitue une complication du reflux gastro-œsophagien, les œsophagites caustiques, le cancer de l'œsophage, les varices œsophagiennes, le syndrome de Mallory-Weiss, donc qui est une déchirure du bas œsophage secondaire aux efforts de vomissement, les diverticules œsophagiens et les anneaux œsophagiens. Les lésions gastriques et duodénales les plus répandues qu'on rencontre le plus souvent lors de la réalisation des endoscopies hautes, la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, donc les gastrites aiguës et chroniques, donc qui est une inflammation au niveau de l'estomac, le cancer de l'estomac et les tumeurs bénignes de l'estomac. Donc, il faut savoir qu'il existe d'autres lésions qu'on trouve souvent lors de la réalisation des endoscopies, les lésions induites par l'aspirine et les AINS. Alors, quelles sont les différentes complications? Donc, il faut savoir que l'endoscopie digestive haute reste un examen sûr, même s'il comporte plusieurs risques potentiels. Donc, une pneumopathie d'inhalation, les troubles du rythme chez les patients à risque cardiovasculaire, hémorragie au niveau du site de biopsie ou d'origine traumatique chez certains patients intolérants provoqués par des vomissements violents, perforation favorisée par l'existence d'un diverticule de Zenker ou d'une sténose, donc incarcération instrumentale. Le risque infectieux, donc il existe mais il est faible. Généralement, donc c'est les infections par les germes endogènes. L'acte endoscopique provoque très souvent un passage transitoire des propres germes du patient dans sa circulation, c'est-à-dire une bactériémie. Les conséquences éventuelles de ces bactériémies, et en particulier le risque de septicémie ou d'endocardite, dépendent entre autres du terrain sur lequel elles surviennent. Une antibiothérapie s'impose chez les sujets à risque, tels que les patients donc, qui ont une valvulopathie essentiellement. Donc, elle fait appel à l'injection de 2 grammes d'amoxicilline en perfusion sur 30 minutes dans l'heure précédente l'endoscopie, puis 1 gramme per os 6 heures plus tard. Donc, c'est un traitement prophylactique associé à la gentamicine, donc à raison de 5 mg par kilo en IM ou en perfusion sur 30 minutes. En cas d'allergie au bêta-lactamine, donc l'amoxicilline sera remplacée par la vancomycine, 1 gramme en perfusion sur 30 à 90 minutes, débuté au moment où 15 minutes, un quart d'heure avant l'examen. Le risque de septicémie est plus élevé chez les patients donc avec une neutropénie sévère. Dans ce cas, il faut ajouter du métronidazole à raison de 7,5 mg par kilo en IV. Le risque infectieux exogène, donc le matériel endoscopique peut être le vecteur de transmission d'infection d'un malade à l'autre. Donc en particulier par les virus de l'hépatite B et C, donc l'HIV, donc Pseudomonas aeruginosa. Donc le respect d'une procédure de désinfection de haute qualité devrait permettre d'éviter ce deuxième type d'infection.
La procédure de désinfection peut être manuelle ou automatisée et intéressera à la fois l'endoscope et le matériel annexe, tels que les pinces à biopsie ou des anses diathermiques. Donc, le risque infectieux pour le personnel soignant, donc le personnel d'endoscopie peut se contaminer lors du contact avec un malade infecté ou lors d'une procédure de nettoyage du matériel. Donc, on va passer au deuxième type d'examen endoscopique qu'on réalise dans la vie pratique pour explorer l'anus. Donc, l'anuscopie. Les anuscopes permettent l'exploration de l'anus, du canal anal et du bas rectum. L'anuscopie fait partie de l'examen proctologique et ne nécessite aucune préparation du malade. Donc, le matériel utilisé, généralement, on utilise des anuscopes de Bezold. Donc, c'est des anuscopes métalliques qui vont permettre d'explorer la région ano-rectale. Donc, les indications généralement devant une rectorragie, un syndrome rectal, une constipation sévère, une incontinence anale ou une douleur anale. Donc, ce qu'on peut voir à travers l'anoscopie, généralement, donc la maladie hémorroïdaire, les tumeurs du canal anal, fissures ou abcès. Donc, l'anoscopie n'est pas un acte de spécialiste et tout généraliste doit posséder un anoscope. La rectoscopie donc, est un examen donc, qui peut se faire soit avec un appareil en métal rigide, soit à l'aide d'un sigmoïdoscope souple. Donc, il nécessite en revanche une préparation du malade pour explorer l'ampoule rectale. Donc, la position du malade est généralement en genou pectoral. Donc, les indications, donc la rectoscopie est réalisée devant toute constipation, surtout récente, une diarrhée rebelle à la thérapeutique usuelle, rectorragie, proctalgie, un syndrome rectal, donc devant de douleurs pelviennes et de la fosse iliaque gauche, en cas de cachexie ou anémie grave, et devant des écoulements sanglants en eau hors de la défécation. Donc, le deuxième examen endoscopique qu'on peut réaliser donc, est la coloscopie. Donc, elle permet l'exploration du côlon et des derniers centimètres de l'iléon. Donc, le diamètre et longueur variables. Donc, différents coloscopes sont utilisés donc, avec des diamètres et des longueurs. Il faut savoir que le coloscope a les mêmes caractéristiques techniques que le fibroscope œsogastroduodénal, transmission de l'image par des fibres optiques ou des vidéo-endoscopes. Seuls le diamètre et la longueur sont plus importants. À la différence de l'endoscopie digestive haute, la coloscopie nécessite une préparation du malade. Pourquoi? Parce que la qualité de la coloscopie dépend de la préparation. Donc, nécessité d'une préparation donc, qui vise à vider totalement le côlon de son contenu fécal. Généralement, la préparation elle fait appel à un régime sans résidus pendant 4 à 5 jours précédant l'examen, plus 4 litres d'une solution de polyéthylène glycol donc qui va provoquer une diarrhée et du coup, il va vider le coloscope pour permettre une meilleure exploration. Il faut savoir que les médicaments contenant du fer, du charbon ou de l'huile de paraffine doivent être interrompus au minimum 3 jours avant l'examen. Quant au déroulement de l'examen, il faut savoir que la colonoscopie elle peut se faire avec ou sans anesthésie générale, l'examen pouvant être douloureux. Dans l'idéal, toute coloscopie doit atteindre le sécom et la dernière once idéale. Le coloscope lubrifié par un gel est introduit par l'anus sur un malade en décubitus dorsal ou latéral gauche. La progression doit se faire sous contrôle de la vue. Diverses manœuvres aidant au franchissement de la jonction sigmoïdienne et les autres angles coliques sont pratiquées. Alors, quelles sont les différentes indications de la coloscopie? Il faut savoir que la coloscopie est réalisée essentiellement dans le cadre du dépistage de polypes et des cancers chez les sujets à risque. Donc, chez les patients qui ont des antécédents de maladies inflammatoires de l'intestin, antécédents familiaux de polypose familiale, antécédents familiaux de polypes ou de cancer colique à partir de 45 ans. Donc, deuxième indication, c'est tout symptôme colique persistant, surtout après 50 ans. Donc, en particulier, devant des troubles du transit intestinal tels que la diarrhée, la constipation, alternance diarrhée-constipation, devant une douleur abdominale chronique, des diarrhées chroniques, des rectorragies, même si une pathologie hémorroïdaire est associée, et devant un bilan d'une anémie fébrive. Donc, ça, c'est les principales indications de la coloscopie. Les contre-indications sont rares, devant un état général trop précaire, une perforation digestive ou suspicion de perforation, donc un malade en occlusion contre-indiquant alors la préparation colique, ou devant une diverticulite aiguë en raison du risque de perforation. Donc les limites de l'examen, généralement, un examen incomplet du fait d'une mauvaise préparation, une mauvaise tolérance, une sténose colique, un dolichocolon, donc qui correspond à un colon donc, qui a une longueur un peu excessive, ou une difficulté de débouclage. Alors, il faut savoir qu'une coloscopie normale, donc la muqueuse colique est rose, lisse et les vaisseaux y sont visibles. L'aspect des ostrations varie d'un segment à un autre, rare dans le sigmoïde, circulaire dans le côlon gauche et triangulaire dans le côlon transverse.
Donc les principales lésions observées, donc c'est idem que pour la rectoscopie. On peut observer des lésions donc, à type d'ulcération, donc on voit souvent dans la rectocolite ulcéro-hémorragique ou dans la maladie de Crohn. Donc une inflammation de la muqueuse rectale, qu'elle soit parasitaire, virale ou bactérienne. Donc des lésions de tuberculose donc, qui peuvent prendre différentes formes cliniques. Donc une rectite radique, des varices rectales, un corps étranger intrarectal, angiome ou angiomatose donc, qui correspondent à des lésions vasculaires ou bien des diverticules. Alors, les complications sont rares. Donc, à type d'accident occlusif lors de la préparation, donc en cas de sténose intestinale incomplète, devant une perforation colique, donc c'est la complication la plus fréquente, les hémorragies, donc en particulier lors de la réalisation du biopsie, un hématome splénique, accident cardiovasculaire dépendant de l'état préalable des malades, un risque infectieux, donc c'est pratiquement le même risque qu'on a vu dans la fibroscopie œsogastro-duodénale, incarcération dans une hernie inguinale ou un emphysème médiastinal. Donc ça, c'est les principales complications de la colon. On va passer à l'entéroscopie. Donc c'est la seule technique qui permet d'explorer le grêle dans sa totalité. Elle est indiquée dans les hémorragies digestives occultes qui sont restées négatives après des explorations endoscopiques hautes et basses classiques, c'est-à-dire la fibroscopie et la coloscopie. Indiquée devant un syndrome de malabsorption, donc avec des diarrhées chroniques, et pour le contrôle des anomalies radiologiques jugénales ou idéales. La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est un autre examen endoscopique qui est réalisé à l'aide d'un duodénoscope à vision latérale et consiste, après repérage de la papille située au niveau du bord interne de D2, à y introduire un cathéter par lequel on injecte un produit de contraste opacifiant les voies biliaires et pancréatiques. Grâce à cet examen, donc, on peut réaliser des gestes diagnostiques et des gestes thérapeutiques le plus souvent. Donc, les principales indications donc, devant tout obstacle biliaire, une lithiase de la voie biliaire principale, une pathologie pancréatique non diagnostiquée par les autres méthodes d'imagerie. Donc, les principales complications de cet examen donc, sont à type d'angiocolite, qui est une infection des voies biliaires, une pancréatite aiguë, une perforation duodénale favorisée par la présence d'un diverticule, une infection d'un focus du pancréas ou une cholécystite nécrosante. Donc la cholangiopancréatographie rétrograde à visite diagnostique n'existe pas. Donc cet examen est réalisé le plus souvent pour réaliser des gestes thérapeutiques. L'écho-endoscopie donc, est un examen qui, à travers l'introduction d'une sonde d'échographie miniaturisée à l'intérieur des cavités digestives, donc, à savoir l'œsophage, l'estomac, duodénum et rectum, est une technique permettant l'étude de la paroi du tube digestif ainsi que des structures péridigestives immédiates. L'écho-endoscopie consiste en un transducteur rotatif placé à l'extrémité d'un endoscope à vision oblique. Donc c'est une échographie qu'on va réaliser à travers un endoscope, donc qui va nous donner des images de l'intérieur. Ses principales indications sont le cancer de l'œsophage. L'écho-endoscopie est supérieure à toutes les techniques d'imagerie disponibles pour réaliser le bilan d'extension loco-régionale, c'est-à-dire pariétal et ganglionnaire des cancers de l'œsophage. Le cancer de l'estomac, en plus du bilan d'extension loco-régionale, l'écho-endoscopie est très performante pour différencier une vraie tumeur sous-muqueuse d'une compression extrinsèque par une structure péridigestive. Donc, devant un cancer du rectum, idem, donc bilan d'extension loco-régionale, donc pour apprécier l'extension pariétale du cancer. Elle va nous permettre une exploration du pancréas, du canal de Wilson et des voies biliaires. La laparoscopie est un autre examen donc, qui est moins pratiqué dans la pratique courante en gastroentérologie. Elle permet l'exploration du péritoine et des organes de la cavité abdominale. L'examen est réalisé à l'aide d'un endoscope rigide introduit par un orifice dans la paroi abdominale après réalisation d'un pneumopéritoine. La vidéocapsule endoscopique est un autre examen, donc un endoscope miniaturé contenu dans une gélule avalée par le patient, progressant à travers le tractus gastro-intestinal par le péristaltisme et éliminée par les voies naturelles. Donc, elle permet une exploration complète du grêle avec une nette supériorité par rapport à l'entéroscopie dans le diagnostic des saignements digestifs obscurs. La vidéocapsule est à usage unique, facile, sans douleur et dénuée de risques infectieux. On passe à la deuxième conférence, donc l'endoscopie digestive thérapeutique. Il faut savoir que la fibroscopie à but diagnostique s'est répandue dans le monde dans la première moitié des années 70. Dans la dernière moitié de cette décennie a vu l'introduction et le rapide développement de ces complications thérapeutiques, ou des applications thérapeutiques plutôt.
Donc, plusieurs gestes peuvent être réalisés et on va commencer par les dilatations œsophagiennes. Donc, les dilatations mécaniques, elle est indiquée en cas de sténose organique, qu'elle soit peptique, caustique, néoplasique, post-radique et post-sclérothérapie. Elle fait appel aux bougies souples de Savary et Gaillard. Elles sont les plus utilisées. On dispose d'un jeu d'une dizaine de bougies de diamètre variable, donc allant de 5 à 18 mm, qui présentent un canal central leur permettant de coulisser sur un fil guide. Des bougies de calibre croissant sont poussées sur le fil guide à travers la sténose en plusieurs séances en fonction de l'intensité de la dysphagie. Un calibre œsophagien de 12 à 13 mm permet une alimentation orale. Donc, les dilatations pneumatiques sont indiquées surtout en cas d'achalasie de cardia. Donc, c'est les sténoses fonctionnelles. Peut être utilisée pour les autres sténoses. Elle fait appel à un ballonnet donc qu'on gonfle avec de l'air. Le principe de ce type de dilatation du cardiaque consiste à provoquer une dilacération forcée de fibres musculaires du sphincter inférieur pathologique gênant la déglutition. La durée de la dilatation est en moyenne d'une minute, pouvant être répétée ultérieurement. Donc, deuxième technique des prothèses œsophagiennes est une méthode endoscopique visant à restaurer la perméabilité ou la continuité du tract digestif par l'insertion d'une endoprothèse dans la lumière œsophagienne obstruée, afin de permettre la déglutition, d'améliorer et de stabiliser l'état nutritionnel du patient. La meilleure indication est le traitement palliatif de la dysphagie au cours d'un cancer de l'œsophage ou du cardia inopérable, récidivant ou compliqué d'une fissure œsobronchique. On va passer aux techniques endoscopiques de destruction des sténoses tumorales. On va commencer par la photocoagulation au laser à haute puissance, qui constitue en la désobstruction des sténoses malignes du tube digestif et l'une des principales applications de laser en thérapeutique endoscopique. Ce laser agit par effet thermique. Ses indications sont au niveau de l'œsophage, dans le cadre du traitement palliatif de la dysphagie au cours du cancer de l'œsophage, pour permettre la reprise d'une alimentation. Il peut être également utilisé pour la destruction d'un cancer de l'œsophage à un stade précoce chez un patient inopérable. Au niveau rectocolique, le but de traitement par laser dans les cancers colorectaux est de rétablir un transit et stopper les rectoragies. Donc, la deuxième technique, c'est l'électrocoagulation, dont le but sont les mêmes que ceux du laser. Donc, il s'agit habituellement de buts palliatifs: rétablir la perméabilité de l'organe pour permettre une alimentation correcte, réduire le volume tumoral de manière à faciliter l'action de la radiochimiothérapie en diminuant le volume cible. Et selon l'intensité du courant utilisé, l'électrocoagulation provoque soit une coagulation protéine tissulaire, soit une volatilisation du tissu tumoral. Donc, la troisième technique qu'on peut réaliser, donc une technique de destruction, donc, est le plasma argon, qui constitue en électrocoagulation en plasma argon. Donc, c'est une technique basée sur l'effet thermique du courant électrique sur les tissus biologiques. Cette technique a les mêmes indications que le laser, est moins onéreuse, moins dangereuse et le matériel est facilement transportable. Une autre technique thérapeutique donc qu'on peut réaliser est l'extraction de corps étrangers. Donc, l'extraction d'un corps étranger œsophagien est une urgence en raison du risque de complications, perforation, hémorragie, insuffisance respiratoire aiguë. Si le corps étranger est mou et ne risque pas de blesser les muqueuses, il peut être poussé dans l'estomac. Dans les autres cas, le corps étranger doit être extrait. Différentes pinces sont utilisées. Il est à noter que l'introduction d'un corps étranger peut être volontaire chez les psychopathes et les prisonniers. Donc, les polypectomies est une technique donc qu'on réalise souvent lors de la réalisation d'endoscopie. Donc, le matériel utilisé, les principales techniques sont les mêmes quel que soit le siège du polype. La polypectomie endoscopique s'adresse aux polypes pédiculés de moins de 2 cm. Celle-ci est réalisée à l'aide d'une once diathermique et nécessite un bilan de coagulation préalable. Donc, l'once est déployée sur le polype puis resserrée autour du pédicule. La résection est réalisée en utilisant un mélange de courant, de section et de coagulation. Après résection, le polype peut être capturé avec une pince à corps étranger ou l'once elle-même pour une étude anatomopathologique. Donc, la mycosectomie endoscopique est définie comme la résection d'un fragment de la paroi digestive comportant la muqueuse et la musculeuse muqueuse. Cette résection emporte plus souvent une fois emporte le plus souvent voire la totalité de la sous-muqueuse. Donc, la mycosectomie est un traitement endoscopique à visée curative qui s'adresse aux tumeurs bénignes sessiles, aux cancers intra-épithéliaux, aux cancers in situ, donc c'est-à-dire les cancers au stade de début, et aux cancers intramuqueux.
Donc, une autre technique thérapeutique, les hémostases endoscopiques, au niveau de l'œsophage, il s'agit essentiellement de traitement d'une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes. Donc, on fait appel généralement à la ligature élastique. Donc, le principe de cette technique consiste à mettre en place un élastique à la base d'une varice. La strangulation de la varice par cet élastique provoque une thrombose variceuse, puis une disparition de la varice et permet ainsi d'éviter les récidives hémorragiques. Comme la sclérose, elle peut être pratiquée en urgence ou en prévention secondaire des récidives hémorragiques. 4 à 6 séances d'intervalle sont souvent nécessaires pour éradiquer les varices. Donc, la colle obstruatrice constitue en l'obturation de la varice au cours du saignement et se fait par l'injection d'un liquide qui se polymérise au contact de l'eau, donc du sang. Cette technique est moins utilisée car comporte des risques pour le matériel, risque d'obstruction de la lumière endoscopique avec sa détérioration définitive. Au niveau de l'estomac et du duodénum, il s'agit essentiellement de l'hémostase endoscopique des ulcères gastro-duodénaux. Donc l'injection hémostatique locale, la technique consiste à aborder la lésion hémorragique pour injecter quelques millimètres d'une substance, adrénaline, polydoucanol ou l'éthanol, au pourtour immédiat du site hémorragique. L'apparition en cours d'injection d'un œdème ou d'un blanchiment de la muqueuse contiguë au point d'injection témoigne de sa réalité. Donc c'est actuellement la technique la plus utilisée. D'autres techniques hémostatiques peuvent être réalisées ou pratiquées, telles que la photocoagulation par le laser, l'électrocoagulation simple ou au plasma argon et le pose de clip hémostatique. La sphinctérotomie endoscopique, depuis longtemps, le cathétérisme rétrograde a été source de patients dans le monde endoscopique, mais il est important de souligner que les examens à visée diagnostique sont de plus en plus rares, au bénéfice de gestes à visée thérapeutique. Donc, des indications thérapeutiques et toute endoscopiste qui tente un cathétérisme biliaire doit se donner les moyens de traiter son malade dans le même temps. La sphinctérotomie consiste en une incision diathermique de la papille, donnant accès aux voies biliaires et pancréatiques, permettant ainsi différents gestes, tels que l'extraction des calculs de la voie biliaire principale, une mise en place d'un drain nasobiliaire permettant de diminuer le risque d'angiocolite, mise en place de prothèses biliaires ou pancréatiques, et les principales complications sont l'hémorragie, la perforation, la pancréatite et l'angiocolite. La gastrostomie endoscopique percutanée, donc il s'agit d'une méthode endoscopique permettant la pose non chirurgicale d'un dispositif d'accès à la cavité gastrique dans un but d'instillation, nutrition ou de décharge palliative. Cette technique permet d'éviter l'inconfort d'une sonde nasogastrique et elle est indiquée dans toutes les dénutritions ou perte d'autonomie nutritionnelle prolongée. Et on va terminer par le traitement instrumental des hémorroïdes. Sous aniscopie, différentes techniques peuvent être utilisées dans le traitement des hémorroïdes. Injection sclérosante, photocoagulation infrarouge, ligature élastique ou cryothérapie. Donc l'injection sclérosante consiste en une injection d'un produit sclérosant en zone sus-hémorroïdaire dans la sous-muqueuse du canal anal. La photocoagulation infrarouge est réalisée où elle réalise une photosclérose de résultats analogues à la sclérose chronique des injections. Elle peut être réalisée ponctuellement dans un but d'hémostase. La ligature élastique est utilisée dans le traitement des hémorroïdes internes procédantes, se présentant en paquet unique de préférence ou même en cas de prolapsus muqueux interne du bas rectum. L'élastique est posé en zone canalaire suspectinéale, soit sur le paquet hémorroïdaire, soit juste au-dessus. Dans les prolapsus muqueux, il est posé directement dans la muqueuse prolapée. Enfin, la cryothérapie, donc l'application sur la muqueuse d'une cryode qui utilise l'évaporation d'un gaz, le plus souvent le protoxyde d'azote, provoque une nécrose tissulaire. Donc l'application brève sur le tissu tissulaire définit la cryosclérose et l'application prolongée. En moins de 2 minutes, la cryochirurgie. Donc lorsque la cryothérapie est utilisée en complément de la ligature élastique, elle constitue la technique de congélation contrôlée. Dans ce cas, la cryote est placée sur la muqueuse préalable. Donc, je vous remercie de votre attention et pour toutes vos questions, donc je vais vous laisser mon adresse mail pour essayer de répondre à vos questions. Donc, bon courage à tout le monde.